Barcelone demain soir, c'est mort. Faut compter une semaine. Ma bagnole était en rade. J'étais coincé à Passy. Passy. Ça sonnait comme le trou du cul des Alpes. J'allais m'emmerder durant quelques jours, le temps qui retape mon carrosse. Alors je me suis dit que j'allais marcher dans la ville, histoire de tuer le temps, voire trouver un radeau, étancher ma soif. Il faisait chaud. Il faut dire que des kilomètres, il y en avait à Passy. Quand j'ai vu le caldaire, je me suis demandé comment il était arrivé ici. Comment un petit bled perdu au pays du Mont Blanc, à l'opposé de son richissime homonyme parisien, avait pu se payer un caldaire. À la fin de la journée, après avoir arpenté une bonne partie du territoire, ma question s'était transformée en «c'est pas possible». Ils ont dévalisé tous les musées de France et de Navarre. Qu'est-ce que c'est? Bureau, ça me dit quelque chose. On dirait un caldaire. Ça doit être une copie. On y croirait. Mince. Un vrai caldaire. Comment il a pu atterrir là? Un deuxième ferrou. C'est la bonne direction. Ouais, ça sent la teuf qui a dérapé. Hein. Ils se sont trimballés des bouts de peinture juste comme ça. Pour déconner, il devait vraiment être bourré pour faire des conneries pareilles. Bon, j'ai dû me planter de route. Retour au carrefour.
On dirait un Sunser. Avoir un Calder, c'est déjà énorme, mais un Sunser en plus, ce serait de la science-fiction. On sent un vrai Sunser là aussi. Comment ils ont fait? Les totems, utiles pour régler leur compte au barbouilleur de pierre. Cardenas. Lui aussi. Ils ont même peint la route. Ah, ça c'est du pop art. Artigas. Ici. Pour le coup, c'est pas signé. Ça doit être un vrai plagiat cette fois. Bonjour. C'est quoi toutes ces sculptures? Oui, bonjour. Demandez au monsieur, là, en fait, il est très au courant. Le type au bar m'a dit que vous pourriez m'expliquer pourquoi il y a toutes ces sculptures. Oh, c'est une grande exposition de sculptures en montagne qui a eu lieu en 1973 et qui a attiré mon attention en tant que promeneur, amateur de sculpture. Alors, j'ai fait plein de photos dont j'ai voulu faire
un montage, enfin un diaporama avec, avec un plan, des liaisons entre les sculptures et que j'ai animé avec de la musique. Mais surtout, il y avait des poèmes. C'est là que j'ai rencontré le nom de Jean-Pierre Lemel, qui avait été un des organisateurs de l'exposition et un auteur de poèmes que j'ai filmé, mais que j'ai aussi utilisé en les disant, ou plutôt en les faisant dire à ma femme. Et j'aimerais, si c'est possible, que Jean-Pierre Lemel voit ce diaporama. On était un groupe d'artistes pas très grand. Il y avait Jean-Pierre Lemel, il y avait Chavigné, il y avait moi, et on était tous à Paris. Et on dit qu'il faudrait faire quelque chose pour montrer qu'on existe. Et Jean-Pierre avait voyagé au plateau d'Assis. Il y avait déjà l'antécédent de l'église à laquelle avait participé Fernand Léger, c'était le père Couturier. Et ça nous a servi un peu de moteur. Et petit à petit, on a commencé à s'organiser, à ajouter du monde. Et finalement, on avait à peu près tous les sculpteurs qu'il y avait à Paris. Et ça s'est fait en travaillant. Le plus dur était de trouver de l'argent pour que ça puisse exister. On a eu la collaboration du gouvernement, de la mairie, de toutes les institutions. Et c'était une aventure très belle. Et ça, c'était dans les années 70. Ça commence à dater. À Passy, j'ai vu une affiche de Miro. Mon père travaillait avec Miro pour faire la céramique. Miro a fait beaucoup de céramique et on travaillait ici. Donc il n'y avait pas la fondation, mais il y avait l'atelier, il y avait les fours, ça existait. Et bon, quand on a eu ce projet, moi j'ai proposé deux locomotives, parce que c'était les locomotives, c'était les artistes qui étaient déjà célèbres. C'était Miro et Calder. Je les connaissais tous les deux, on était des amis, je leur ai parlé du projet, ils ont dit ok, on participe. Et voilà. Alors Miro a fait l'affiche, Calder il a fait une petite sculpture qui est toujours là-bas, je pense. Ça a été long parce qu'on ne trouvait pas assez d'argent pour faire tout ce qu'on voulait faire. On a eu la chance de travailler avec une compagnie de transport d'œuvres d'art qui n'existe plus, c'est appelé IAT, International Art Transport. Et ce sont devenus des amis et ils ont participé aussi au financement. Donc tout ça, c'était une aventure qui a duré presque 2 ou 3 ans, avant qu'on arrive à inaugurer. Finalement, c'était un succès. La seule chose qui n'a pas marché, c'est le jour de l'inauguration où il pleuvait à tort. C'était le déluge. Alors pour se promener dans les montagnes avec le déluge, on s'est réfugié, je ne me souviens plus où, et voilà. On a attendu que la pluie s'en aille.
Dialogue ininterrompu. Alors ce dialogue ininterrompu, c'est un dialogue entre Jean-Pierre Lemel et moi-même qui nous emmène dans l'histoire de la sculpture à Passy, qui nous emmène aux origines de cet événement sculpture en montagne, poème dans l'espace. Et puis même un petit peu avant, parce que avant, donc ça, cet événement s'est déroulé en 1973, mais un petit peu avant, il y avait déjà eu un acte révolutionnaire du point de vue artistique avec Notre-Dame de toute grâce. Donc c'est un dialogue entre Jean-Pierre et moi sur la route de la sculpture poétique. Voilà. Il y avait eu les glaces au nom prétentieux du miroir, qui n'en finissait pas de multiplier les choses. Il y avait eu les cailloux, mes frères les cailloux, au ventre bourré de couleurs, au bruit tragique, des cailloux par milliers. Il y avait eu l'église et ses pierres précieuses. Il fallait donc partir de là, puis oublier. Libre, apprivoiser l'espace, enfin, le vouloir, supprimer les mots, donner aux formes, choisir leur distance, créer cette confrontation inouïe entre elles, montagne, assises comme cela depuis toujours, et nous, les mutants, qui venions d'assassiner son paysagiste. Alors aux artistes de 73, Jean-Pierre Lemel, debout l'homme qui marche, funambule sans tête, perdu au sommet de la grande échelle, avance en joie aux folies du manège, la montagne et son arche, paysage et paillettes, tendu de bronze et de bouts de ficelle, d'acier, de béton, de bois sous la neige, facétieuse comète, boule rouge déposée sur la crête, comme un baiser stabile, le long des chemins d'hier à demain. Et sur les crêtes de l'imaginaire, eh bien aujourd'hui, il y a une route de la sculpture. Et il s'agit de conquête poétique. Brise-glace en miroir, de l'autre côté, c'est l'été. Passage à guet de l'histoire, c'est hier au futur décliné. En fanfare, contrebande et trompette, saltimbanque, colporteur à sonnette, sculpté des armes, un paysage toujours en fête. Éveilleur d'escampette, dans une farouche cavalcade, de joie, de vie, d'art en cascade. Venin de couleurs heureuses, en volute et saxophone, c'est la campagne belliqueuse aux confins des cœurs aphones, d'une poétique radieuse que la montagne en cœur fredonne. Et alors je suis très content parce que quand on a créé Sculpture en montagne, on a fait un cheminement par 4 portes et Delphine aujourd'hui y rend hommage. Bah oui, moi je fais du porte-à-porte. Et du porte-à-porte, on trouve la porte de l'espace est ouverte, chemin faisant. La porte bleue au cœur est offerte à toi, passant. La porte d'eau à tes yeux scintille, marche devant. La porte éclat du soleil brindille, elle a le temps. Bobine du temps mêlée d'espace, manège incessant, roule, demain, la porte du temps. Et alors, c'est vrai que cette route de la sculpture, grâce au travail de nouveaux artistes qui sont venus s'implanter, eh bien, le dialogue est bien ininterrompu. Alors, tu es venu donner une suite à nos mots. Je te respecte et je t'admire. Tu as créé après nous un sentier, un parcours. J'espère que ton plaidoyer et tes espaces de paix, si utiles dans ces temps incertains, tous ces gestes sculptés, retenant le temps et la couleur, seront partagés par le voyageur. Le voyageur qui, dans son errance, a besoin de ce silence sculpté pour apprendre, station par station, à mieux regarder, à s'isoler, pour se reconnaître aussi. N'est-ce pas? C'est parce que nous voulions, toi et moi. Allez, on peut applaudir bien fort.
C'est mieux d'abord, c'est plus qu'une exposition, c'est plus un événement. Le mot exposition me gêne toujours, mais justement, vu qu'on voulait sortir l'art un peu des musées et des galeries, créer ce parcours où les mots étaient des stimulants, on a réussi à monter un événement original, un des premiers d'ailleurs, parce que après d'autres événements comme ça ont lieu dans plusieurs pays. On était fiers de le faire et pour deux raisons. D'abord pour l'art, pour le sortir un peu de ces murs, et aussi pour Assis, pour le plateau qui sortait d'une période difficile. Et lorsque j'y ai été, d'abord je n'y ai pas été pour... il faut quand même que je vous dise que j'ai été appelé au plateau d'Assis pour monter le Cantique des Cantiques que je venais de monter dans la région parisienne. Et ils avaient eu vent de cet événement par France Inter, je crois. Et du coup, on m'invitait à remonter le Cantique des Cantiques dans l'église du plateau d'Assis. D'abord, je découvre l'église qui est extraordinaire. Je découvre un paysage. Je découvre aussi des gens intéressants. Et je me dis, ça sert à rien de monter le Cantique des Cantiques pendant 3 jours. Après, le rideau se fermera et on oubliera. Et je crois que ça aidera pas la ville à retrouver une image intéressante. Donc j'ai demandé qu'on me laisse un peu de temps. Le responsable de l'Office du tourisme s'appelait Jean-Pierre Bouvier, il m'a fait confiance. Il m'a dit, reviens avec un projet. Et je suis remonté à Paris, j'ai rencontré Artigas avec qui j'ai été très complice. On venait d'ailleurs de faire un livre ensemble chez Mag. Et j'ai lancé l'idée d'un poème dans l'espace où les mots seraient au service de la sculpture. Ça consiste à créer une sorte, comme pour un film, une sorte de scénario. C'est-à-dire que je voulais qu'il y ait 4 portes qui ouvrent sur des cheminements. Des portes en utilisant la symbolique un peu du territoire, c'est-à-dire l'espace, la couleur bleue avec le ciel, les conquérants, parce que ce que l'on entreprenait était quand même assez audacieux et on aura du mal au début à persuader certaines personnes à venir avec nous, alors que les artistes, bien sûr, eux, ils marchent à fond. Rappelons-nous qu'on est à l'époque où je suis appelé, on est en 70-71, on sort de mai 68, il y a une espèce de liberté qui fonctionne, et puis on est dans une période aussi où financièrement la France a plus d'argent, et où j'ai l'impression que si on présente bien les choses, on doit être suivi. Alors, l'idée initiale, elle me revient. J'ai toujours été un amoureux des peintres et des sculpteurs. Je travaillais beaucoup déjà avec eux. L'idée m'a plu. J'avais déjà fait un premier poème dans l'espace dans la région parisienne sur le thème de la femme, où j'avais appelé d'autres artistes. J'avais appelé Lucien Clerc, Paco Rabanne, voilà. Et j'ai dit, voilà, ça c'est un nouveau projet qu'on peut lancer. Et là, tout de suite, je me suis tourné vers Gardier Artigas, avec qui on était très amis et d'abord très complices dans l'art même. Évidemment, il a adhéré au projet. Semser, bien sûr, on le connaissait bien. On a été faire toc-toc. On a fait toc-toc aux portes des ateliers. Et 95% nous dit, oui, on part avec vous. Alors on avait fait des choix, évidemment, en fonction de leur écriture, des thèmes qu'on évoquait dans la montagne. Tout le monde a suivi, quoi. Tout le monde s'est engagé et tout le monde s'est mis à travailler. Alors, des plus célèbres aux moins connus. Enfin, à l'époque, des gens qui travaillaient déjà, qui travaillaient beaucoup dans les villes nouvelles, avec qui j'avais des bons rapports à l'époque. Et tout le monde a suivi. Que ce soit les grands noms, Calder, Miro,
alors Chavigné, malheureusement, qui décède, qui était pressenti pour faire la Porte du Soleil, et qui malheureusement meurt entre-temps. Donc, je connaissais bien Albert Ferraud, je vais voir Albert, je lui dis, j'aimerais bien que tu travailles avec nous. Il dit, bah, il s'engage, bien sûr. Et ce que j'ai aimé, c'était cette facilité, enfin, beaucoup de travail, bien sûr. Beaucoup de travail qu'on pensait ouvrir en 72 et que en 72, on n'avait pas tous les moyens techniques, financiers pour se mettre en place. Alors on a fait une sorte de prologue. On a sous un gonflable de Muller qu'on a installé devant l'église, sur laquelle on a fait des projections. On a fait une exposition qui s'appelait Livre en folie, où tous les artistes qui étaient pressentis pour l'événement eh bien, présentaient ou leurs livres avec d'autres poètes, ou simplement des maquettes de ce qu'ils allaient entreprendre. Et évidemment, ça nous a laissé cette année supplémentaire pour mener à bien jusqu'au bout le projet, en rappelant qu'on était quand même soutenu par le ministère des Affaires culturelles, évidemment par toutes les personnalités du plateau qui se sont engagées. On a créé une association qui était dirigée par Maurice Herzog, qui était à ce moment-là député-maire de Chamonix. Donc on a mis tout ça en place. Bouvier sur place était toujours à l'Office du tourisme, a été un très bon relais pour justement faciliter les contacts avec les élus, avec les représentants de divers établissements. Et évidemment, on a mis ça en place. Alors, facilité, oui, mais aussi difficulté. Il y a des gens qui se demandaient ce qu'on allait faire, toucher à la montagne. Alors là, j'ai eu quand même des rencontres houleuses. Et même avec la municipalité de l'époque, qui avait du mal à comprendre l'intérêt. Alors, oui, à un événement de grande dimension, et il le prouvera puisqu'il y aura une couverture presse internationale importante et tout, mais on hésite. Et alors en plus, quand j'ai dit que j'allais inviter un peintre à peindre une partie de la route comme une préface à notre poème dans l'espace, j'avoue qu'il a fallu le défendre. Il a fallu... Alors c'était curieux parce que il y avait à l'époque c'était une municipalité, je crois, à tendance communiste. Et j'avais un peu de recul de leur part. Alors, j'avais eu la chance de travailler pour une ville communiste très, très ouverte, qui était Vitry-sur-Seine, où je suis resté conseiller culturel extérieur. J'ai appelé le maire en disant, écoutez, moi là, j'ai un petit blocage, il faut qu'on m'aide. Alors je crois qu'il y a eu une réunion, etc. Et du coup, ça a favorisé la mise en place. Alors il est vrai que c'est vrai qu'il fallait comprendre puis l'art contemporain, enfin l'art très moderne à l'époque. Hein, aujourd'hui, il est classé comme contemporain parce qu'on a franchi 50 ans, mais il fallait l'accepter. Accepter que ça soit abstrait, accepter qu'il y ait des mots qui servent à ouvrir les passages. Quand on l'a mis en place, ça a été assez long, mais on a vu que ça fleurissait dans le paysage. Ça existait. Alors il y a eu des petites anecdotes. Après avoir posé une certaine sculpture qui était l'homme qui marche, le lendemain de l'avoir posé, il y a eu des tirs de carabine pour notre homme qui marche. Blessé mais pas mort. Voilà. Et on a réussi quand même quelque chose qui a eu une grande, grande résonance en France, mais à l'étranger aussi. Je me suis aperçu, j'avais été dans une école d'art pour faire venir des jeunes au plateau d'Assy. Je voyais des revues américaines qui mentionnaient Sculpture en montagne au plateau d'Assy comme un événement majeur de l'art contemporain. Ça a dû coûter une blinde. Alors d'abord, on a créé une association où beaucoup de gens y ont cru, des médecins, et puis des politiques.
Alors, on a eu un appui important, c'est l'époque où Pompidou est président. Pompidou, à écho de ce projet, se fait monter le dossier jusqu'à l'Élysée et envoie une lettre de soutien. Vous en doutez, qui ouvre quand même certaines portes. À ce moment-là, on se tourne vers tous ceux... Alors, les artistes jouent le jeu. Les artistes, ils ne parlent pas d'argent. Ils parlent simplement qu'on puisse les loger, transporter leur œuvre, vivre. Mais, bon, sachant que certaines œuvres vont repartir, puisque dès le départ, on avait dit que les portes resteraient, la grande échelle, si on pouvait, resterait, mais les autres œuvres, on ne pouvait pas garder ni Miro, ni... Et puis il y avait des œuvres éphémères, pour moi, des œuvres où la nature les dévorerait un jour. Ce qu'elle a fait. Des œuvres en bois qui étaient comme ça, qui sont reparties. Et puis beaucoup d'œuvres sont reparties, et je suis content pour les artistes parce que beaucoup d'œuvres ont été achetées après. Il faut dire qu'il y avait eu tellement de publicité autour de cet événement, ils avaient un catalogue tout fait. Alors, financièrement, beaucoup de gens ont joué le mécénat, le vrai mécénat. Alors on a été, pas agréablement surpris, mais on s'est battu pour ça. Mais on s'est aperçu en allant, par exemple, parler des transports, que la société de transport, qui s'est IAT, a dit, bah, moi, je joue le jeu. On transporte. Alors je crois qu'il y a eu un peu de financement pour les assurances, etc. Mais des camions entiers sont partis, ont été rechercher les sculptures, on les a implantées. Tout ça pour des sommes dérisoires. On a réussi à faire un catalogue, bénévolement. On a réussi à faire une affiche signée de Miro, bénévolement. Voilà. Et tout fonctionnait comme ça. Et même, vous voyez, des anecdotes, on avait une œuvre qu'on pouvait difficilement poser par Jeep. On a réussi, avec une entreprise, paye l'hélicoptère pour poser l'œuvre par hélicoptère. Le jour du vernissage, c'est Renault qui avait fourni des 4x4. À l'époque, je ne sais plus comment ça s'appelait comme voiture. On avait une flotte de Renault au pied de la gare. Voilà. Et tout ça s'enchaînait. C'est-à-dire progressivement, ça devenait quelque chose de très important. Alors qu'on arrivait, nous, artistiquement, à bien gérer. Et c'est vrai on sentait que ce projet qu'on avait imaginé comme ça, avec Artigas et puis après avec Semser autour d'une table dans un bistrot, ça devenait une réalité. Aujourd'hui, on pourrait refaire un projet comme ça? Ah là, si on en a les moyens, oui, mais je ne crois pas qu'on aurait les moyens de monter cette telle entreprise. Je ne crois pas non plus qu'on pourrait travailler de la même manière avec les artistes. Les artistes, c'est dans une époque comme ça, de grande ouverture. Maintenant, ils sont beaucoup dans des galeries. C'est-à-dire que le marchand est très présent maintenant dans la circulation de l'art. Et puis, c'est les budgets. Je ne sais pas si on montait une opération comme celle-là aujourd'hui. Je ne l'ai pas financée, mais oui, ça coûterait quand même au moins 500 000 d'euros. Enfin, pour moi, je pense. En plus, il faudrait rémunérer les artistes. Alors que là, bon, la ville, c'est formidable, on logeait. On faisait des cantines de midi entre nous. C'était, bon, je veux dire, une époque de bohème. De bohème au service d'une grosse réalité. Voilà. Du coup, les gens ont chamboulé leur regard sur la sculpture contemporaine. Je le pense. Oui, je le pense certainement. Alors, j'aurais pu dire je l'espère, non, je le pense certainement. D'autre part, ce qui s'est passé aussi d'intéressant, c'est qu'après notre travail, enfin notre implantation, d'autres artistes sont venus enrichir. C'est-à-dire de sculpture en montagne, poème dans l'espace, on est devenu à une route de la sculpture contemporaine. Donc, pour moi, c'est un grand pas en avant. Enfin,
quelque part, je suis fier que c'est provoqué cette chose-là, que c'est provoqué que d'autres artistes viennent, et puis la municipalité continue à soutenir cette route de la sculpture, qui est quand même assez exceptionnelle en France, quoi. J'étais pas du tout au courant de cette histoire. Ça a fait du bruit à l'époque. Ah oui, on a eu une énorme... Plus qu'on espère. Alors, on avait organisé, bien sûr, on avait mis en place un service de presse. On travaillait avec des jeunes attachés de presse qui travaillaient dans une école de presse à Lyon, je crois. On a mis tout en place et évidemment, il y a eu un retentissement énorme qui nous a même très surpris. Mais on a organisé des journées presse où, alors c'est l'époque où il y avait, je crois, 2 chaînes de télévision, elles se battaient pour savoir quel angle il fallait prendre. On a eu des actualités au cinéma. La Gaumont, alors j'étais fier parce que j'emmenais ma famille au cinéma uniquement pour leur dire, je me moquais du film. C'était pour voir en grand. Il y a eu une presse internationale. En France, énorme, même, vous voyez, un journal comme Le Chasseur français, qui n'est pas spécialement destiné à l'art, mais plutôt aux chasseurs, parle beaucoup de pêche, de poules, de chevreuils. Ils ont fait un véritable article sur sculpture en montagne. Alors ils sont venus, je ne sais pas quand ou où, ça s'appelait Un rêve de poète devenu réalité, l'art dans la nature. Et regardez, pour nos pêcheurs et nos chasseurs, une ouverture sur l'art contemporain. Voilà. Oui, il y a eu un gros retentissement. Alors on va dire, tous les artistes, on peut dire, étaient au même niveau. Que ça soit un artiste, si je prends Ferraud, bon, Ferraud a enseigné à l'école des Beaux-Arts, mais tout le monde était au même niveau, que ça soit bon, évidemment, il y avait Calder, Miro, etc., mais tous les autres artistes, tout le monde était vraiment dans le même travail. Et bon, bah, ça donne des résultats assez saisissants, quoi. Alors il y avait, par exemple, vous parliez tout à l'heure d'une œuvre qui a disparu obligatoirement, Gusman, qui est un grand sculpteur péruvien. Quand je l'avais vu, il m'a dit, ben, moi je vais pas faire une œuvre en volume, comme ça. J'ai envie de tendre un grand arc-en-ciel entre 2 arbres, mais sur tout un espace. Et il a créé un immense arc-en-ciel de filins colorés, extraordinaire, quoi, que la nature, évidemment, a dévoré après. Je reviens à cette notion de poème dans l'espace, donc je ne voulais pas retirer de mots. Il n'y a pas des mots particuliers. Je suis content, mais évidemment, si on avait laissé encore plus d'œuvres dans la montagne, c'était aussi délicat, parce que bon, je comprends qu'il y avait des réticences. Bon, on a su les donner, mais laisser après des œuvres tout au long, comme ça, dans la montagne, peut-être pas. Et puis, volontairement, on a mis des œuvres qui pouvaient disparaître. Alors, évidemment, à un moment, on a peint, Hernandez a peint un petit rocher. Alors là, on a eu quand même à se battre pour admettre qu'on n'abîmait pas la montagne, mais qu'on créait un événement dessus. Il a peint en plusieurs couleurs. Alors, un peu comme la route, parce que la route, il a fallu qu'on ait des accords importants de la préfecture, des voiries, il a fallu qu'on mette des panneaux. Attention aux routes peintes, panneaux nouveaux quand même pour le code de la route. Et alors pareil, toutes ces démarches un peu difficiles, mais assez surréalistes, me passionnaient. Moi, j'étais content d'aller à la préfecture défendre une route peinte. Il y a des projets qui ont été dessinés, validés, qui auraient pu être réalisés. Non. Non, bon, il y avait un artiste que j'aimais beaucoup qui était Viseux.
que j'avais été voir. Bon, je le connaissais aussi assez bien. Et il a dit, ah non, moi je fais mes concepts moi-même, ma poésie moi-même. Donc on est restés bons copains. Et alors, quand je l'ai retrouvé bien après, enfin même, il m'a dit, oh, je regrette, je regrette de t'avoir dit que je faisais mes concepts moi-même. Voilà. Non, on n'a pas eu tous les artistes qu'on a pressentis ont accepté le jeu. Pour eux, évidemment, c'était très nouveau, c'était audacieux. Alors, il y a aussi un homme formidable parmi ces artistes qui était Quinault. Parce que le peintre Quinault avait déjà travaillé dans l'église. Pour moi, il était le relais. J'avais vraiment envie de travailler avec lui. En plus, j'ai fait plusieurs choses avec lui. J'ai fait un livre en Italie. Enfin, on était vraiment très, très, très complices. Et là, je disais, mais où je vais le mettre? Parce que il avait vraiment envie de travailler. Et puis pour moi, il avait été au plateau d'Annecy malade, etc. Et c'est là qu'il avait rencontré sa femme, etc. Alors j'ai dit, ben, on va faire des moulins à prière. Enfin, moulins à prière, c'est un grand nom. Mais des moulins qu'on pouvait tourner et sur lesquels il y aurait des mots à moi, mais surtout des figures à lui. Et du coup, j'ai retrouvé ce Quinault qui met études pour catalogue sculpture en montagne, poème Jean-Pierre Lemel, études pour signaux conquérants. Et alors, voilà, on retrouve, alors c'est tout, vous vous rendez compte, et il en fait pour tout, pour chaque cheminement. Alors, je crois qu'il en manque un, je ne sais pas pourquoi. Donc j'ai retrouvé ça qui est très collector, et je suis content parce que je l'offre à la mairie de Passy. Ça me vieillit, mais je suis très fier d'être là et de pouvoir participer à ces 50 ans. Voilà. Et même en tant, en effet, que d'avoir créé cet événement, participer à la création de cet événement, et puis en tant que poète aussi. Et puis je me suis mis à aimer Assy. Je l'ai vécu beaucoup parce qu'on a refêté plusieurs fois les 10 ans, on a organisé des expositions, on a fait une exposition de Semser, on a fait une belle exposition de Quinault après son décès. Voilà, donc c'est un endroit où je me sens bien. C'est une sculpture de notre ami Calder. Je veux dire, ce qui est formidable, c'est qu'il s'est engagé tout de suite pour la faire. Il a rendu hommage à la montagne et il a fait ce stabile qui est quand même costaud et que je trouve bien situé. En plus, j'ai rencontré l'homme, bien sûr, pour faire cette sculpture. Et il a été très généreux, enfin, il a cru au projet, voilà. Et quand ça démarre comme ça, que tu sois célèbre ou pas, bon, il se passe un super moment quand même. Comme il nous a dit, vous paierez la ferraille. Donc, c'est une époque. On a fait ça, on va dire, comme des brigands. On a tapé dans la main et aujourd'hui, la sculpture est là. Je trouve ça formidable, mais même c'est assez inouï parce que on n'a pas fait d'assurance, de traces. Non, il nous a offert ça comme quelqu'un qui offre un bouquet de fleurs en arrivant chez toi. Pour moi, elle représente la montagne, bien sûr, et ce soleil qui est au-dessus. Et qui est un soleil qui nous fait espérer. Puis j'aime ce dialogue entre lui là-haut et lui. Enfin, je veux dire, c'est quand même intéressant. Et même quand on se tourne, moi qui suis amoureux du Varan, je suis content qu'il soit là.
Voilà. Il a bougé, hein. Il a été là-bas, il a vécu une transhumance hein, quand même. Et aujourd'hui, il est là. Et je trouve que c'est un bon emplacement parce que quand on arrive vers le plateau, ouais, bah, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose et la montagne noire et le soleil rouge, c'est un signal. Au départ, ça a été notre porte de l'espace. Quand j'ai été voir Calder, on parlait d'une porte de l'espace. Elle est toujours une porte de l'espace, bien sûr. Mais bon, je crois qu'on l'appelle maintenant la montagne et le soleil, hein, je crois, à peu près en anglais. Voilà. Alors, cette sculpture, d'abord au départ, ça ne devait pas être Ferraud, mais ça devait être Chavigné qui la fasse. Et le pauvre est décédé, comme ça, il a eu une crise cardiaque. Et donc on a changé, Albert connaissait bien Chavigné, il a dit oh, je suis content de le faire aussi. Et puis on a fait cette porte qu'on a appelée la porte du soleil. Alors, il y a une anecdote quand même. C'est quelqu'un qui vient de me la raconter. Il était dans un bistrot et je ne sais pas pourquoi deux gars parlaient des sculptures. Il y en a un qui a dit mais c'est pas une sculpture, c'est une antenne. Il croyait que c'était une antenne pour les relais, je sais pas. Et je trouve que c'est terrible le rapport qu'ont les gens avec les choses. Et bon, ça c'est une jolie anecdote, ça me fait toujours rire. Mais cette sculpture est pour moi importante. Puis, je veux dire, elle a été un espèce d'hommage à celui qui devait la faire. En plus, c'est une belle pièce. Ferraud a été très heureux de la réaliser. Pareil, bon, il a fallu venir. Hein. Ça a été encore des transports merveilleux et étranges pour les gens de la région. Et puis voilà, on l'a implanté. Je crois qu'elle a bougé aussi. Hein. Il n'y avait pas le cas au départ. Mais je trouve que le travail qui a été fait de réaménager les sculptures en fonction du parcours paysager, pas mal, moi, j'aime bien. Et puis c'est vrai que je sais pas, ça a été des grands moments. Ferraud était un homme très accueillant, donc on se retrouvait, en général, je venais à son atelier, il y a un rituel, enfin je le voyais moi en dehors, mais le samedi, les copains arrivaient chez lui avec, une bouteille de vin, un bout de fromage, et tout le monde venait et on voyait au fur et à mesure la sculpture qui avançait. On participait à son évolution, à son élévation. En tout, je crois qu'il y a 24 sculptures. Alors évidemment, on ne pouvait pas garder toutes les sculptures. On n'en avait pas les moyens non plus. Certaines sculptures sont reparties, mais je suis content. Bon, alors, certaines sont reparties dans leur contexte. Miro est reparti chez Mag, etc. Mais certaines sculptures ont été rachetées. Et ça m'a beaucoup plu. Par exemple, l'homme qui marche, qui avait sa clé dans le dos, et bien maintenant, il est sur une place dans une banlieue parisienne. Alors, tout ça, c'était bien parce que c'est une suite à Sculpture en montagne. Et, voilà. Et puis aujourd'hui, d'autres sculptures sont venues fleurir ce parcours de la sculpture. C'est devenu maintenant un véritable chemin de la sculpture grâce à tous ces artistes venus après. Alors ça, c'est une sculpture de Charlie Semser, un Américain, qui a toujours fait des choses satiriques. Il aime le grotesque. Je ne sais pas si j'avais une comparaison à faire. En peinture, on va penser à Daumier. Il aime dénoncer, mais d'une façon violente, par la forme, par les couleurs. Et là, dans cette grande échelle, eh ben, c'est l'échelle de la vie, c'est tous ceux qui essayent de grimper, de réussir. Le poète est resté en bas avec ses petites fleurs, parce que lui, il ne monte pas dans... Ici, si on analyse évidemment tout en détail l'œuvre, c'est toute une histoire. Et d'ailleurs, ils ont fait une chose très bien, ils ont fait un texte qui explique vraiment, pas à pas, comment les gens montent. Alors, il y a des gens qui sont
méchant, il y a des gens qui aiment le pouvoir, et voilà. Et ça grimpe comme ça jusqu'en haut. Et alors pour la chose amusante, c'est que Charlie, quand il construisait ça, a dit à un moment, ah, en haut de l'échelle, je mettrais bien ta gueule. Et me voilà à 30, pas en bleu, hein, me voilà à 30 ans, en haut de son échelle. Cette œuvre, évidemment, fait beaucoup parler. Un peu moins maintenant, parce que le temps a passé, il y a eu une reconnaissance, Semser est un grand sculpteur, etc. Mais alors, je te situe 50 ans en arrière, il fallait presque la police hein, pour protéger l'œuvre. Et après, elle a été un peu dégradée. C'est pour ça que maintenant, elle est enfermée, parce que des gens venaient, tripotaient. Puis on a toujours des vandales quelque part. Quoi. Je veux dire, dès qu'on expose dans la rue, on sait ce que ça représente. On sait les risques que l'on prend. Mais c'est ça la force, c'est qu'on met l'art à la portée de tout le monde. Quoi. Et là, j'avoue que progressivement, des gens ont reconnu que c'était quand même de l'art. C'était pas tiens, mon gosse aurait pu le faire. Et aujourd'hui, une sorte. Bon, puis il y a une reconnaissance quoi, quand même. Et je crois qu'actuellement, il y a même une expo Semser ici, au plateau. Et moi, quand j'ai été le voir, il a tout de suite adhéré. Et, chose importante, Charlie Semser, a été dès le départ, avec Artigas et moi, à la recherche des artistes. C'est-à-dire qu'on a fait un petit collectif entre nous, un collectif qui se réunissait dans les bistrots, ou à l'atelier de Charlie, ou à l'atelier de Jeannette, et on a cherché à dire qui pourrait le mieux correspondre à cette aventure. Le résultat est là, et je ne le renie pas. Alors Cardenas, c'est un sculpteur cubain. Et quand on travaillait, quand on pensait le projet, j'avais créé ces 4 portes et on a dit pour une porte qui ouvrirait sur l'eau, ça s'appelait la porte de l'eau à l'époque, maintenant ils l'ont rebaptisé Totem, ce qui est bien, il m'a dit qu'il faudrait un sculpteur qui travaille le bois. Et Cardenas, travaillait beaucoup le bois, c'était un cubain, hein, et il faisait beaucoup de sculptures en bois et des sculptures très grandes, un peu monumentales. Donc on a été le voir, ce brave homme. On lui a raconté à lui aussi la belle histoire. Il a dit bah oui, pourquoi pas. Et on a fait amener des morceaux comme ça. Et il les a travaillés ici. Alors évidemment, il avait déjà. Alors pareil, ce que je racontais, quand est arrivé les totems, ça a quand même parlé dans la région en disant qu'est-ce qui se passe, ils ont coupé des arbres. Mais alors ça a été assez bien accueilli, hein, parce que c'est plus neutre, enfin j'aime pas le mot neutre, mais c'est tellement élégant, c'est sensuel, on a envie de les caresser comme on pourrait caresser le corps d'une femme. Donc on passe un moment magique avec lui. Et ces 2 totems, ils ouvrent bien cette route qui mène au lac Vert, qui aujourd'hui, je crois qu'il y a eu des affaissements de chaussées, mais beaucoup de gens encore se promènent, se garent là, et vont se promener jusqu'au lac, puisqu'il y a même une passerelle pour pouvoir atteindre le lac. Alors je pense, aujourd'hui Cardenas est décédé, mais sa sculpture, elle n'est pas décédée, elle est solide, et au fur et à mesure, sa matière elle était beaucoup plus chaude, marron, on pourrait dire, qu'avant, un marron léger. Elle a atteint maintenant ce gris qui lui donne une couleur un peu éléphant, que je trouve magique. Et celle qui est à long, pareil, est pour moi d'une force incroyable. Et c'est vrai que le temps, là, a joué en notre faveur. On va le remercier parce que il a fait cette sculpture, il l'a encore embellie. Voilà, il a encore embelli alors qu'elle était déjà un merveilleux moment.
Alors, cette sculpture, elle est celle en plus d'un complice, Gardia Artigas, un Espagnol, qui est le fils de Pepito Artigas, le grand céramiste de Miro, ce qui nous a aussi facilité les choses pour avoir un Miro. Et on lui a confié cette porte-là qui n'a pas bougé de place d'ailleurs, qui est restée au même endroit, qui a été avec son feuilleté en or, qui se détériore un peu aujourd'hui et qui doit être redoré. C'est de la feuille d'or qu'on met dessus et qui doit être redoré dans, je crois, l'année prochaine ou plus tard. Alors quand il a fait cette sculpture, il a pensé beaucoup à l'enneigement, un peu comme un thermomètre, pensant que... Alors moi je suis déjà venu où il y avait encore de la neige jusqu'à là quand même. Aujourd'hui la neige se retire, mais l'œuvre demeure. Il avait aussi réalisé une sculpture qui malheureusement n'est plus là, qu'on avait mis sur le lac Vert. Cette sculpture après a été achetée, voilà un exemple, par Herzog, par la ville de Chamonix. Elle a été mise sur un lac, mais progressivement elle s'est détériorée et puis je crois qu'elle n'a pas été super entretenue. Le problème toujours de ces œuvres qui sont en plein air, qui interpellent, il faut les entretenir, il faut penser à chaque fois de les restaurer, de veiller sur elles, quoi. Et beaucoup ne suivent pas ce processus. Par contre, la maire adjointe là, de Passy est très soucieuse de ça, du souci que quand on a posé une œuvre, oui, elle doit demeurer. Et pour demeurer, il faut veiller sur elle. Il faut veiller sur elle, la soigner. Et je crois qu'elle va être bientôt soignée et elle va retrouver toute sa splendeur. Alors avec Gardia Artigas, il a été pareil, vu que c'était un ami, qu'on était complices, qu'on venait de faire un livre chez Mag. Ensemble, quand je suis rentré d'ici, je lui ai dit écoute Joannette, j'ai un projet fou, je crois qu'on peut le faire ensemble, et voilà. Et on s'est associé avec Charlie, et voilà. Et on est parti, on était en 1970. Voilà. Il y avait eu les glaces, au nom prétentieux du miroir qui n'en finissait pas de multiplier les choses. Il y avait eu les cailloux, mes frères, les cailloux au ventre bourré de couleurs, aux formes ambitieuses, aux bruits tragiques, des cailloux par milliers. Il y avait eu l'église et ses pierres précieuses. Il fallait donc partir de là, puis oublier, libre, apprivoiser l'espace, enfin le vouloir, supprimer des mots, donner aux formes choisies leur distance, créer cette confrontation inouïe entre elles, montagnes assises comme cela depuis toujours, et nous, les mutants qui venions d'assassiner son paysagiste. C'est une belle pièce. Elle était bien là aussi. C'est super. Ah, et puis elle rend bien là. Là j'ai un réverbère un peu déplacé, mais enfin on peut pas tout enlever. C'est amusant qu'ils viennent se pencher sur certaines montagnes.
Celle-ci. Non. Oh, ça ne va rien du tout. Oui, j'aurais dit. Le saut dans le dessin. J'aurais Vraiment dit. simple, l'installation. On va trouver. Ville, avec tes gens heureux, tes accès en fer, tes gens de la ville tout-puissants, aux fêtes écarlates, aux tramways déserts, je veux encore apprendre le paysage qui t'a préservé. Alors, laissez un instant mes complices vous crever un œil, pour rire, et mieux regarder dans la lunette des fous. Les manèges, donc, il existait quelque part une fête. Ces manèges n'avaient-ils pas été inventés pour rire, pour rire, pour rire? Là, j'ai rajouté quelques photos Ouais. des manèges. Ça, c'est Van Kellen. Oui, oui. Elle était belle, d'ailleurs, ça, c'est Elle était mobile. Ah, elle était mobile. Ouais. Je l'ai vue en Chine, la voir en mouvement. Continue. Ouais.